Dire à tout le monde que vous êtes nombreux à suivre le Congo est à nous. Nous avons aujourd'hui une communauté de 406 620 personnes. 400 620. C'est grâce à vous, vous qui croyez en nous, vous qui commentez, vous qui partagez, vous qui parlez de nous aux autres personnes. C'est grâce à vous que nous sommes là, une grande communauté, et nous vous disons merci, nous sommes très reconnaissants. Chaque jour, notre communauté est en train de grandir. Donc, j'avais promis que nous allons parler de la partie intéressante de ces partenariats stratégiques que j'appelle aujourd'hui, officiellement, je dis le plan Marshall nouvelle version. Ce partenariat-là au Congo, c'est exactement ce que l'Europe a bénéficié après avoir été complètement ruinée. L'Europe était ruinée. Il n'y avait rien. Congo ruiné pendant 30 ans par un despote qui était dans la région, qui pensait que le Congo lui appartenait et que les 450 tribus étaient ses sujets, c'était lui qui était le roi. Kagame a osé trop loin. Kagame s'est vraiment moqué de nous, mais il ne connaissait pas bien les Congolais. Tout ce qu'il faisait là, il le faisait avec le soutien de ses frères. Rappelez-vous, je crois que c'est ma première vision, quand Dieu m'a montré que j'étais chez nous à Moueka, sur la route Il est beau. Ceux qui ont été déjà à Moueka, ils connaissent de quoi je parle. J'étais dans la famille, dans la parcelle familiale. J'étais avec quelques personnes derrière moi. En face, je vois Roubaix-Roi avec quelques personnes avec lui. Et je vois en face Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, en train de venir avec un véhicule de 18 pneus. Ses intentions, c'était de cogner la maison familiale et détruire ça. Et le camp de Roubaix-Roi était en train de l'encourager, ils étaient contents. Moi, je regarde Hippolyte Kanambe, je lui ai dit non, ne faites pas, ne détruisez pas. Il m'a pas su, il n'a pas écouté, il était en train de venir à vive allure. Il a dirigé le camion vers notre maison familiale. Il a détruit cette maison-là. Quand il a détruit, lui-même est passé, il est allé se jeter dans un ravin. Et j'ai vu notre frère Lokwa Kanza, que j'aime beaucoup, venir en train de chanter, toujours ces chansons un peu de tristesse, là, comme si c'est un deuil. Comme pour dire, l'homme qui est tombé là-bas, son affaire est finie. Et quand je regarde, je n'ai plus vu Roubero avec tous les gens qui étaient avec lui. Dans l'interprétation, les 18 pneus, ces camions de 18 pneus, c'est de 18 ans que Hippolyte Kanambe a conduit notre pays. Ça, c'est une vision de 2019, hein, je crois. Je n'ai plus. Mais les vidéos sont là. J'ai plein de vidéos. Si on repart pour chercher, on va trouver. Lui qui était chauffeur de 18 ans, ses frères rwandais étaient contents de ce qu'il voulait faire, de détruire le Congo. Nous, les propriétaires de la maison familiale, on s'est dit non, 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 non. Ça, c'est notre bien. C'est laissé par nos grands-parents. Vous ne pouvez pas détruire ça. Lui, il n'avait pas un parent congolais. Il n'avait pas de remords en détruisant cette maison-là. Il n'avait rien à voir avec nous.
il a détruit. Alors, dans l'interprétation, on dit que c'est les 18 nés de ces véhicules sont les années qu'il est resté au Congo, mais il était au volant du Congo. Il a détruit le Congo, donc le système congolais, c'est bien collectif, il a détruit, mais la terre, donc la parcelle est restée là, c'est-à-dire le Congo est resté toujours là. Nous allons construire un nouveau Congo. Là, nous sommes à la phase de construire un nouveau Congo. Vous avez compris? La maison qui a été détruite, c'est Hippolyte Kanambe avec ses frères rwandais qui avaient détruit ça. Maintenant, nous sommes à la reconstruction et c'est l'Amérique qui vient pour reconstruire ça. C'est pourquoi ça coïncide avec ce qui s'était passé avec l'Europe. L'Europe complètement détruite. Il fallait de l'argent frais, la technologie. J'ai lu ça, non? Les Américains ont amené tout ça pour aider l'Europe à se remettre sur pied. Je relis. C'est quoi le plan Marshall? Le plan Marshall désigne un programme massif d'aide économique lancé par les États-Unis en 1947 pour reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Ce plan-là, cet argent, le plan Marshall, c'est quoi? C'est l'argent liquide, c'est du matériel, c'est une assistance technique fournie par les États-Unis pour remettre en marche les économies européennes détruites par la guerre. Ils ont amené pas seulement l'argent, ils ont amené aussi une assistance technique et ils ont amené du matériel. L'objectif, c'était quoi? Reconstruire les infrastructures, c'est-à-dire les routes détruites, les ports détruits, les ponts détruits, les usines. Pour quel but? Pour relancer la production industrielle, stabiliser la monnaie, éviter la famine et le chaos social, freiner l'expansion du communisme en Europe. Ça, tout ça, j'avais déjà expliqué. Ça, je lis pour que vous puissiez comprendre. Mais j'avais déjà expliqué tout ça. Cela a été proposé par George Marshall, secrétaire d'État américain, celui qui avait proposé ça, comme Marco Rubio aujourd'hui le fait pour la RDC. Ça a été toujours comme ça. C'est la politique étrangère, donc il faut toujours essayer de voir comment les États-Unis se projettent à l'extérieur. Donc, au niveau du montant, à l'époque, c'était $13 milliards avec la pression de la croissance et l'inflation. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de $150 milliards. Donc, c'est l'argent qu'ils avaient amené. C'était beaucoup d'argent. Alors, chers amis, pour le cas de la RDC, le Congo, je viens de vous dire, détruit pendant 18 ans. Pas d'infrastructure, pas de port, pas d'aéroport, pas d'école, rien. Les chemins de fer complètement mis en sac. La Gécamine par terre, la MIBA par terre, l'ONATRA par terre, la SNEL par terre, la Régie des eaux par terre. Le pays n'a même pas une compagnie d'aviation. Tout par terre. Et là, on se retrouve dans le plan Marshall, nouvelle version. Amélioré, pourquoi? Parce que les Américains sont maintenant butés à deux problèmes. Le premier problème,
C'est un problème d'approvisionnement en puces électriques, les pièces électriques, électroniques, les semi-conducteurs, les, les cartes mères, tout ce que nous avons dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les télévisions là-bas, ça vient de la Chine. Parce que la technologie a été amenée là-bas pour produire. Alors les usines sont là, on produit en Chine, bien que ce soit les entreprises américaines. Les Américains ont compris que la Chine n'est plus le pays qui a aidé à produire à moins cher. Ils ont commencé à délocaliser beaucoup d'entreprises. Là où ça devient intéressant, c'est quoi? C'est quand la Chine déclenche la guerre contre les États-Unis. La Chine commence à mettre un quota de pièces électroniques qui doivent aller en Europe, ceux qui doivent aller au Canada, en Australie ou aux États-Unis. Ces pièces électroniques, c'est quoi? C'est tout ce que vous voyez dans le véhicule. Aujourd'hui, tous les véhicules que nous avons sont électroniques. Toutes ces pièces-là de commandes, les commandes électroniques qui se trouvent dans votre véhicule. Vous avez un écran devant vous. Vous tapez là, c'est la musique. Tapez ici, vous pouvez voir l'arrière. Vous pouvez taper là, vous mettez les GPS. Toutes ces commandes, c'est électronique. Il y a des cartes mères qui sont derrière là, qui sont produites en Chine. Dans la plupart des temps, c'est avec les minéraux de la RDC. Ils se sont rendus compte que le problème, c'est la RDC. Nous devons prendre la RDC comme c'est un pays extraordinaire, mais qui est déchiré par une guerre depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les Américains se sont dit pour maintenir leur croissance économique, ils ont besoin de 5 pays qui vont les aider à maintenir le leadership de la superpuissance économique, de la superpuissance militaire, de la superpuissance technologique, de la superpuissance aérospatiale, tout ça, parce que il y a des choses qu'il faut faire pour maintenir ce niveau-là. Dans la recherche, on continue à découvrir et on a besoin de certains minéraux. Quand on cherche, on dit non, on peut trouver ça au Congo. Quand on cherche, on peut trouver ça au Congo. Les terres rares aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est ce qui amène la partie importante, c'est que la RDC, c'est une très bonne nouvelle. Gardez ça pour vous. Le président Tshisekedi a amené la RDC vers les Américains, ne sachant pas qu'il entrait dans une destinée de grandeur. Non, lui n'avait pas ça dans sa tête. Il ne connaissait pas ça. Mais les Américains connaissaient déjà. Quand est-ce qu'il devait commencer, on ne sait pas. Mais quand il dit non, les minéraux de la RDC, tout ça, venez investir, donnez-nous la sécurité, construisez-nous les infrastructures. Il confirmait les études de la CIA qui avait déjà tout projeté pour 2030, qu'il fallait que la RDC devienne parmi les 5 pays, je ne vous ai même pas cité, il y avait le Mexique, le Brésil, le Nigeria, la RDC et l'Indonésie. Ce sont les 5 pays
que les États-Unis voulaient avoir des partenariats stratégiques pour maintenir leur supériorité sur les concurrents. Maintenant, de ces 5, qu'est-ce qui fait que la RDC devienne plus non, que la RDC devienne plus attrayante? Voilà. C'est que de ces 5 pays, la RDC présente beaucoup de facteurs favorisants, des facteurs qui tous les autres pays là que j'ai cités, ils ont la croissance économique, ils ont la population. Quand vous arrivez en RDC, vous combinez tous ces facteurs-là. Vous avez l'énergie. Le Nigeria n'en a pas. Le Nigeria a un déficit énorme énergétique. Le Mexique n'en a pas. Le Brésil en a avec le fleuve Amazon. La RDC a les terres arables pour l'agriculture, peut produire et amener aux États-Unis la production. Une grande partie de la RDC, et c'est à peu près 80 millions de terres arables, 20 millions de terres irrigables. L'Amazon, c'est une grande partie de la forêt et les marécages. Ils n'ont pas les mêmes atouts que nous. Même l'Indonésie, les Nigériens n'en ont même pas. Ça, c'est de 2. Donc, nous avons l'énergie, avec nos cours d'eau, tout ça, Inga. Nous avons les terres arables. 3, nous avons les minéraux, pas n'importe lesquels, tous les minéraux critiques, tous les minéraux stratégiques dans l'industrie militaire, dans l'industrie aéronautique, spatiale, dans la technologie du futur, donc la transition énergétique. C'est toujours la RDC, nous avons ça. Non, l'Afrique du Sud, non, même. Oh, je vois les drapeaux de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud struggle déjà, ils sont en difficulté, ils n'ont pas de courant. Donc, nous avons l'énergie nécessaire, nous avons les terres, nous avons les minéraux, nous avons la population. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous avons l'environnement. Ça fait que les Américains ont dit, c'est là que nous devons commencer. Ce que j'avais promis dans la partie précédente, c'était de vous dire que le Congo devient une zone économique spéciale. Retenez ce mot-là. Zone économique spéciale. Le Congo, comme il est là. C'est chez nous, on va dire non, on aura 6 zones économiques spéciales. À l'ouest, au sud, au centre, au nord-est et au sud-est. Non, non. Ici, comprenez, prenez le Congo comme une ville, comme un pays, comme un territoire, voilà. Pour les Américains, le Congo devient une zone économique spéciale. Pourquoi je dis ça? Parce que précédemment, je viens de vous dire que la Chine n'est plus une destination pour les Américains à mettre l'argent là-bas, investir là-bas. Non. S'ils produisaient ces écouteurs, c'est presque 400 $. Ça, juste les 2 trucs ici. C'est presque 400 $. Mais quand on produit ça en Chine, à l'époque, ça pouvait leur coûter peut-être 20 à 30 $. Parce qu'il y a les coûts de production,
qui est mis dans les calculs du prix. Il y a la matière, je ne sais pas, du plastique dur ou quoi. On a mis des histoires, je ne sais pas si c'est le lithium ou quoi qui est là-bas. Ce sont des batteries. Hein. Il y a ces écouteurs-là, ça garde l'énergie. C'est chargeable. Donc, je ne sais pas s'il y a du lithium dedans. Je ne sais pas s'il y a encore les plaques, donc les pièces électroniques là qui sont dedans. Tout ça, ça peut aller peut-être jusqu'à $20. Plus le coût de production, $20, on est à $40. Donc, le prix de vente, ça peut être $150 pour faire l'argent. Mais si aujourd'hui, pour produire ça, en Chine déjà, ça vous prend $100, ils ne peuvent que vendre à 350 plus les taxes, vous allez à $400. C'est un exemple. Maintenant, s'ils viennent là où il y a ces minéraux, et il y a la main d'œuvre, parce que la RDC, nous sommes 150 millions aujourd'hui. Une densité graduelle. Hein? Ouais. Au Congo, 30 ans de guerre, au lieu que la population diminue, la population a triplé quand Mobutu partait. Mobutu nous a laissé autour de 60 millions. Aujourd'hui, on avoisine les 150, 160 millions. Quand vous voyez seulement Kinshasa, vous allez comprendre. Kinshasa seul peut avoir 40 millions. Kinshasa seul. Le soir, quand vous voyez les embouteillages, là, vous voyez le nombre, les gens quittent seulement les véhicules parce que les véhicules ne bougent pas. Tout le monde est à pied. Vous regardez les foules. Ces foules peuvent commencer à 16 heures. Il est 22 heures, vous voyez les gens. Je dis, mais finalement, ça vous êtes seulement au niveau des quartiers 1, vous regardez. Allez du côté de Lemba vers Ngaba, vous allez vers Mongafula, une foule là-bas. Vous allez vers Kitambo, vers Ngaliema là-bas, une foule. Vous dites, mais finalement, c'est quelle ville ça? Plein de gens. Ceux que vous voyez là, c'est ceux qui sont sur la route. Vous ne comptez pas les papas qui sont déjà âgés, tout ça, les mamans qui sont restés à la maison, les enfants qui sont à l'âge de scolarité, qui sont restés à la maison, et d'autres jeunes qui sont des œuvreux, qui sont toujours à la maison. Tous ces gens-là devaient sortir. Donc nous nous retrouvons dans un pays comme ça, où tous ces aspects sont unis, sont réunis. Nous devenons une zone économique spéciale. Pourquoi? Parce que les Américains vont sortir des terres, des routes qui vont passer au-dessus de nos maisons. Regardez la route. À 20 mètres au-dessus de la terre. 30 mètres, comme les routes du Texas. Cette route vient, ça passe au-dessus, ça va vers là. L'autre ici vient, il va vers ici. L'autre vient, il traverse comme ça. Je vous dis, c'est... Vous aurez des ports. Tous les pays, c'est... Dieu est tellement un bon architecte. Dieu a fait que le Congo n'a même pas besoin de... Vous savez ça? Peut-être vous n'avez jamais pensé à ça. Je vous le dis aujourd'hui. Le Congo n'a pas besoin de routes. Non, on n'en a pas besoin. Dieu a créé le Congo. Lui-même a mis les routes au Congo. Vous savez c'est quoi les routes? C'est le cours d'eau. Nous, on n'a pas besoin de routes. On a juste besoin qu'on puisse curer nos rivières. On enlève le sable, on met des dynamites
les dynamites qui vont faire exploser les grosses pierres là. Ouais, ouais. Et laisse le passage. Le pays a les boulevards naturels. Il n'y a aucun village, aucune ville du Congo qui n'a pas un cours d'eau. Donc, nous pouvons seulement avoir des bateaux qui circulent sur nos rivières là. Je vous dis, si vous n'aviez pas ça en tête aujourd'hui, les gouvernements congolais là, ils n'ont pas des gens qui réfléchissent. Parce que s'il y avait des gens qui réfléchissent, c'est ce que je suis en train de vous dire là, on aurait investi beaucoup d'argent dans la valorisation de toutes nos rivières. Je dis, on devait seulement avoir des ports. Dans chaque ville, vous avez des ports. Un bateau quitte là-bas, arrive à 8 heures. L'autre part vers là-bas. L'autre part ici. Nos rivières là, il pleut 12 sur 12 mois. Si au nord, c'est la saison sèche, au sud, c'est la saison de pluie. Et vice-versa. Nos rivières sont toujours normales. Elles ne sèchent pas. Ce que je vous dis aujourd'hui, je crois que vous avez ouvert les yeux. Prenez la carte du Congo, prenez tous nos 145 territoires. Tous les territoires du Congo, on ne peut pas vous dire qu'il y a un seul territoire qui n'a pas un cours d'eau. Il n'y en a pas. Donc, si on avait besoin de routes, ce sont des petites routes, des routes de 20 km, 30 km pour se connecter entre tel village et tel village. Donc, quand les biens arrivent au port, on les décharge là, le véhicule va juste pour aller déposer dans l'autre village. Je ne sais pas si vous comprenez. Un réseau fluvial que Dieu n'a pas donné à un autre pays au monde. Le pays qui est coupé par les cours d'eau, c'est dans la Bible. Dieu avait déjà mis les boulevards naturels en créant le Congo. Donc nous, on ne peut pas se... Bon, je ne suis pas contre. Non, mais tu veux maintenant dire qu'on ne puisse pas faire le boulevard qui part de Mwanda jusqu'à Kasumbalès. Je n'ai pas dit ça. Parce que nous avons déjà un chemin de fer qui vient de Katanga là-bas jusqu'à Ilebo. On peut seulement ajouter quelques kilomètres là, on arrive à Kinshasa. On ne l'a jamais fait. On a laissé là-bas que les Kasaï, la rivière Kasaï puisse amener les histoires. Pourquoi on n'a pas voulu continuer avec le chemin de fer? Pourquoi on a utilisé la rivière Kasaï? Donc cette personne-là était seulement de mauvaise foi. Au lieu de prendre la rivière Kasaï, qui a des affluents comme la rivière Lukeni, la rivière Sankuru, la rivière Lulua, la rivière Lomami. Oui, ce sont des affluents. Au fait, le Kasaï, ce n'est pas une rivière, c'est un fleuve. Le Kasaï vient de l'Angola. Traverse le Kasaï, le Bandundu, et se jette dans le fleuve Aquamount. Là, vous êtes déjà presque dans les poules Malébo. Si vous allez du côté de Rutshuru, là-bas, tout ça, il y a plein de rivières. Vous allez au Katanga, c'est plein de rivières. Donc ça fera partie peut-être d'une autre émission qu'on parlera de ça. C'est enrichissant ce que je suis en train de vous dire. Donc, si on se dit, bon, on n'a pas besoin d'autoroute parce que chaque 1 km d'autoroute nous coûte près de 1,5 million. Mais attendez, pour faire la route, plus de 2000 km jusqu'au Katanga, c'est dans les 2 milliards, 3 milliards de dollars. Mais avec 1 milliard, on a un réseau fluvial parfait au Congo. Toutes les provinces, l'Équateur, la province orientale, les deux Kivu, les Katanga, les Kasaï, c'est les cours d'eau
Les cours d'eau. Le lac qui vous parle de Goma là-bas, jusqu'au sud Kivu. Et au sud Kivu, là, vous avez le lac Tanganyika qui prend jusque dans les Katanga. Le lac Tanganyika là a une connexion avec le Lualaba, donc le fleuve congolais. Ça fait mal. Quand je vois tout ça, je dis, ah, Dieu avait déjà tracé dans les pays pour que nous, on ne puisse pas avoir des bateaux qui pouvaient seulement se promener partout là-bas. On devait avoir un grand chantier naval où on fabrique des bateaux parce qu'on s'est dit, bon, on va valoriser les... Ça coûte moins cher. Dans le monde entier, c'est les bateaux qui prennent beaucoup de choses à moins cher. Vous avez déjà vu un chemin de fer qui part des États-Unis jusqu'en Chine? Il n'y en a pas. Vous avez déjà vu une route qui part des États-Unis jusqu'en Chine? Il n'y en a pas. En dehors de ça, il n'y a que les bateaux qui partent des États-Unis vers la Chine. Vous avez compris? Donc les bateaux, c'est les moyens les moins chers de transport au monde depuis que le monde existe. On devait fabriquer nos propres bateaux dans le pays et faire en sorte que toutes les parties non navigables là, on fait dynamiter ça, où on dévie le fleuve. Oui, comme à Ouagenya, à Kisangani là, on devait dévier seulement le fleuve. On creuse comme on a fait le canal de Panama là. On creuse, on fait passer le fleuve ailleurs, on laisse la partie non navigable là. Même à Kinsuka, vers le Congo central, la même chose. On pouvait dévier le fleuve. Si on ne peut pas faire exploser ces cailloux-là, ces pierres-là. Ah, Zandouane. Ça fait mal. Mais bon, on le dit comme ça parce que quelqu'un nous écoute. Quelqu'un pourra dire, qu'on fasse ceci. Ouais. Et Dieu va nous aider. Donc la RDC devient un hub de production industrielle des États-Unis. Toutes nos villes, nos villages seront envahis par des entreprises, des grands entrepôts qui, à perte de vue, vous regardez, vous ne comprenez pas. Vous voyez des conteneurs et des conteneurs arrivent. C'est le peuple congolais qui commence à produire. On vous apprend comment faire telle chose, telle chose, telle chose. Nous serons... C'est pourquoi, même dans la Constitution, là, il faut que les Français puissent sauter, que ce soit une deuxième langue, mettre l'anglais, parce que nous devons travailler avec les Américains. On doit commencer, les enfants qui ont 5 ans aujourd'hui, qui entrent l'année prochaine à l'école primaire, qui commencent avec l'anglais. Ça va nous faciliter les choses, sinon nous allons rater cette opération. Ce sont les Nigériens, les pays anglophones qui viendront trouver l'emploi chez nous. Nous devons commencer à parler déjà l'anglais. C'est très important. Le gouvernement devait subventionner beaucoup de centres dans les pays pour que les gens apprennent l'anglais rapidement. L'anglais, une année, c'est beaucoup. Vous pouvez déjà commencer à parler. Tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à ça? Les gens voient les partenariats, les gens voient. Est-ce que vous pensez à ça? Comment le partenariat sera matérialisé dans les pays? La main-d'œuvre que nous disons, 80 millions de Congolais vont avoir du travail. Mais ils vont travailler dans quelle langue? On n'allez pas soumettre l'Américain à traduire les choses en français, non. Les Chinois, là, on les a enseignés, ils ont mis des choses en anglais. Donc, essayons de voir les choses de cette façon-là. C'est pour notre bien. Nous sommes dans les bons. Pour terminer, les sanctions de Kagame tombent demain. C'est la deuxième audition. Chris Smith avait déjà promis. Nous allons tous suivre
qu'est-ce qui sera dit, parce que c'est cet organe-là qui va pousser les États-Unis à faire tomber une pluie de sanctions pour finir avec ces messieurs qui a refusé de prendre la main tendue des États-Unis. Il a préféré cracher sur cette main en disant à Donald Trump, go to hell. Donc, allez vous faire voir. Les Américains ont suivi ça. Il y a des traducteurs qui ont traduit ça, qui ont donné à Trump et à son équipe. Et voilà, les gars là continuent à s'en foutre de vous. Donc, ce qui va arriver pourra arriver. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, le pays sera un chantier. Partout au Congo, les minéraux qui sont là, les Américains en ont besoin. Mais ils vont produire au Congo. C'est ça le sens de ces partenariats. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est un partenariat qui n'est pas limité seulement à donner nos minéraux aux Américains. Non. Ils viennent pour nous accompagner dans le développement, la construction de nos infrastructures. Boeing sera là. Les avions, les aéroports seront construits. Et il y aura une fluidité de trafic aérien, parce que tous ces Américains qui viennent, ils auront besoin de se déplacer de point A à point D. Un Américain qui a installé sa compagnie à Lodja, dans les Sankourou, vous allez lui dire que non, il n'y a pas d'aéroport là-bas. Non. Ils vont construire un aéroport. Il faut qu'il y ait une ligne Kinshasa-Lodja. Vous voyez un peu? Ou Kananga, Kamina. Donc, partout au Congo, nous sommes un grand pays. On a besoin de tout ça. Et ils viennent s'installer. Le Congo devient une grande destination américaine. Et les Sud-Africains, l'élite sud-africaine et les Nigériens sont déjà au courant, ils ne sont pas contents parce qu'ils savent que nous allons les dépasser bientôt. D'ici 2030, nous pouvons avoir un PIB, un produit intérieur brut d'à peu près 150 milliards de dollars, ce qui pourra amener notre budget à 40 milliards de dollars. Quelque chose comme ça. Nous sommes en train de monter et beaucoup ne voient pas. Beaucoup ne voient pas. Parce que floué par la haine. Et la haine n'aide pas. Le Congo est à nous. Vous avez la grâce de suivre ce genre de choses sur cette chaîne. Voilà. Bienvenue à cette deuxième partie de nos émissions. Vous êtes sur Le Congo est à nous, une chaîne qui vous accompagne au quotidien. J'étais en train de dire que nous sommes Le Congo est à nous et vous êtes nombreux à suivre l'actualité sur vos supports, la télévision comme derrière là, les ordinateurs, les téléphones. Je dis merci aussi à tous ceux qui sont à l'intérieur du Congo, qui n'ont pas la possibilité de suivre YouTube, qui prennent nos émissions, mettent ça en audio et font passer ça sur les radios locales. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, nous sommes connus presque partout au Congo, grâce à vous aussi, parce que vous mettez nos émissions à la radio, beaucoup de gens suivent. Chers amis, je vais vous dire avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité que notre pays a de la chance. Notre pays a une destinée de grandeur. Les 4 jours passés à Washington m'a ouvert les yeux et la compréhension sur
ce que les Américains veulent faire de notre pays. Au fait, Félix Tshisekedi entre dans un plan qu'il n'avait pas conçu, mais que des grands think tanks comme de l'Atlantic Council avaient déjà projeté, projection de la CIA, il y a près de 30 ans. Le nouveau plan Marshall est en train de se mettre en place en RDC. Quand je parle le plan Marshall, je vais vous... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas certaines choses si vous n'avez pas expliqué. Plan Marshall, c'est en français, mais ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas le contenu ou le sens de ces mots-là. Le plan Marshall, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe était en ruine. L'Europe était complètement... C'était appauvri. Les gens que vous voyez, les Français là, les Belges, les Allemands, ils dormaient dans les rues avec le froid de l'Europe là, sans électricité. C'était difficile parce que les barrages électriques, tout ça était détruit pendant la guerre. Il n'y avait pas d'alimentation, il n'y avait pas la nourriture, c'était compliqué. Parce que les gens ne produisaient plus, c'était des bombes qui tombaient. La guerre a duré 5 ans, de 40 jusqu'à 45. Ce n'est pas un seul pays, celui-ci attaque là et l'autre attaque. Tout le monde est en guerre, qui va produire? Donc c'était difficile. C'était un plan économique de sortie, de reconstruction de l'Europe. Donc, au fait, les Américains ont décidé de 2 plans. Le plan Truman était un plan militaire pour redessiner le système de défense de l'Europe, parce que l'Europe était devenue incapable de pouvoir se protéger ou de se défendre. Il fallait concevoir ça. Autant de chars de combat, de blindés, des avions, de chasse. Tout ça pour permettre à ce que l'Europe soit protégée. Parce que n'oubliez pas que ceux qui sont en Amérique ici, ce sont des Européens. Alors ils ne peuvent pas laisser leur continent, comme on appelle ça, vieux continent. Ils ne peuvent pas laisser leur continent disparaître. Quand tu es aux États-Unis, les Européens, les Américains sont tous des millions dans les avions tous les jours vers l'Europe. Leurs parents, leurs grands-parents leur disent toujours: ah, nous venons de la Hongrie, nous venons de l'Écosse, nous venons de l'Irlande, nous venons de la France, nous venons de l'Allemagne, nous venons de l'Italie. Ce sont des familles qui sont des familles nanties, des familles riches des États-Unis. La plupart, ils viennent de l'Europe. Maintenant que l'Europe est attaquée, l'Europe est complètement à terre, à genoux. L'Afrique, il y avait encore la vie. Parce que l'Afrique n'était pas dans la guerre. Mais les armées africaines étaient dans la guerre, comme la RDC. Ouais. La force publique était dans la guerre. L'armée congolaise, l'armée de la RDC, était aux côtés de la Belgique. Les Maliens, les Sénégalais, tout ça, ils étaient avec la France. Donc, ce qui a fait que, au Congrès américain, ils ont pris la décision. Ils ont dit, bon, là-bas, ça ne va pas. Ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont nos aînés, tout ça. Aidons-les. Ils sont venus avec 2 plans. Le premier plan, c'est le plan
Marshall pour reconstruire les ponts qui ont été cassés, reconstruire les villes qui ont été détruites, reconstruire le système d'adduction d'eau, un réseau électrique, le réseau ferroviaire, c'est-à-dire les trains, remettre les routes, ramener la vie pour que les gens produisent encore et que la production puisse être commercialisée partout. Et ça, il n'y avait aucune banque. L'Europe était par terre. Ce sont les banques. C'est Exim Bank, comme je viens de vous l'écrire là. Exim Bank, c'est Export-Import Bank. Donc, les banques d'export et import. C'est une banque d'investissement, une banque qui finance des gros projets. Vous voulez acheter 50 avions de chasse? C'est avec Exim Bank que vous avez affaire. L'Exim Bank peut vous peut garantir ce projet-là pour la RDC, par exemple. Parce qu'il y a des minéraux qui sont... Vous voyez, vous voulez industrialiser le Congo. Vous avez besoin des usines qui vont s'installer. C'est avec Exim Bank que vous avez affaire. Et je vous ai dit ce jour-là, même DFC aussi, c'est une banque publique, c'est une banque de l'État américain qui peut aussi garantir le financement de certains projets, les investissements à l'étranger. Ça demande beaucoup. Je sais que Morgan Stanley peut aussi le faire, mais c'est comme nous sommes dans le cadre d'État à État. C'est pour ça que ça s'appelle directement DFC et Exim Bank. Les individus malveillants ont dit Tshisekedi a vendu le pays. Revenons un peu à la logique. Le Rwanda signe avec l'Union européenne et la Chine le minerai de la RDC. Ils prennent le tout, ils ne laissent rien, ils amènent, nous on ne gagne rien. Le Rwanda gagne quelque chose. Ça, vous trouvez ça normal? Et Tshisekedi vient, il voit les Américains, il dit bon, voilà. Vous ne venez pas prendre les minéraux, non, vous venez investir au Congo. Vous faites les processing de ces minéraux au Congo. Cela génère de l'emploi pour mon peuple. Ça génère des impôts pour la fiscalité. Et en retour, je vous donne certaines exemptions sur telle chose, exonération. Mais voilà, vous avez les travailleurs congolais. Il y a les transferts des technologies. Vous choisissez quoi? Vous allez avec les Chinois et les Européens qui voulaient prendre tout par le Rwanda gratuitement. C'est eux qui sont derrière cette histoire de dialogue. On a déjà compris ça. Ou vous voulez être dans les nouveaux plans des États-Unis qui consistent à stabiliser la RDC sur le plan sécuritaire, sur le plan des infrastructures et sur le plan économique. Nous avons des ressources naturelles, nous avons des minéraux, nous avons l'énergie, nous avons les barrages Inga et tout ça. Nous avons des ressources potentielles dans les pays qui ne sont pas mises en valeur. Eux, à travers ces partenariats que j'appelle les nouveaux, donc le plan Marshall, nouvelle version. C'est Félix Tshisekedi qui amène vers les Américains pour dire, nous avons les minéraux, nous avons besoin de la paix,
infrastructures et d'autres choses, même l'éducation. Félix Tshisekedi entre dans un plan qui était déjà prévu par la CIA et par beaucoup de think tanks, beaucoup de structures de conception, de planification, de pensée, d'analyse qui existent aux États-Unis. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils avaient déjà ce plan. Parce que ils sont allés en Chine il y a presque 40 ans. Ils avaient déjà vu que la Chine, à un moment donné, sera saturée. Et qu'avec la saturation de la Chine, il n'y aura pas la possibilité de continuer à produire là-bas. Les produits vont coûter cher. La main-d'œuvre va coûter cher. Et effectivement, c'est ça. La Chine ne sera pas la Chine qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non. La Chine d'aujourd'hui, c'est une Chine aussi développée où les jeunes d'abord ne veulent pas avoir des enfants, ils veulent la vie luxueuse, ils sont dans des appartements 5 étoiles, ils mènent une vie du monde moderne. Ils sont plus villageois, vilains, tout ça dans la campagne, non. Ce qui fait que la main-d'œuvre que l'Amérique avait suivie en Chine n'est plus rentable parce que les États-Unis avaient amené l'argent, donc l'investissement, et la technologie. Ils ont amené le tout. Les Chinois étaient primitifs. Les Chinois mangeaient les rats, les cafards. Les Chinois étaient sales. Même maintenant, là, c'est encore... Je suis allé en Chine. C'était compliqué. Pour manger dans les restaurants, vous regardez certaines choses qu'ils mangent, c'est compliqué. Mais bon, ils sont modernes maintenant, ils ont des choses incroyables. Ce sont les Américains. C'est pourquoi j'ai dit aux idées tordues des soi-disant panafricanistes, des gens qui racontent là que la Russie, il faut aller vers la Russie, les impérialistes, ne racontez pas des choses. Ta haine ne peut pas amener tes idées tordues à manipuler les gens. La Chine n'a pas encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, prouvé au monde entier que les pays là, c'est la Chine qui a développé ça. Aucun. La Chine n'a pas développé un seul pays en dehors de la Chine continentale. Quand vous regardez Hong Kong, là, c'est toujours les États-Unis. Quand vous êtes à Hong Kong, si vous arrivez à Hong Kong, il n'y avait pas de différence. Tout le monde parle en anglais, l'anglais des États-Unis. Tout se passe. D'ailleurs, les Hong Kong a les dollars aussi. Dollars de Hong Kong, oui. J'ai pris un petit sandwich là. On m'a demandé $180. J'ai dit, hein? $180, même à Los Angeles. Je ne peux pas acheter à ce prix. Je ne savais pas qu'ils ont les dollars. Maintenant, quand je donne, j'avais tellement faim, c'était déjà tard. Je donne $200, je dis, c'est too much. Ça, c'est beaucoup d'argent. Moi, je dis, mais vous avez dit 180. Je dis, non. C'est les dollars d'ici, de Hong Kong. Alors, ils m'ont remis, ils sont restés avec, je crois, $10. Non, $20. $20, là, je ne sais pas si ça représente $11 ou quelque chose. Ils m'ont remis la différence en monnaie de là. C'est là que j'ai compris. Donc, c'est vous dire que tous ces pays, c'est les États-Unis que nous, on a eu le privilège maintenant d'être partenaires. Quand vous regardez Taïwan, c'est la même chose. Thaïlande, tous ces pays, la Malaisie, les Philippines, c'est toujours les États-Unis. La Corée du Sud, le Japon, c'est toujours les États-Unis. Les pays du Golfe, ce sont les Américains. Le plan Marshall est maintenant en RDC. C'est ce plan que nous appelons le partenariat stratégique. Au fait, c'est le plan Marshall, parce qu'ils viennent avec l'investissement.
viennent construire, les Américains vont métamorphoser. Ils vont une transformation fulgurante. Un transfert des compétences et de la technologie des dernières générations. Ça, les Congolais vont bénéficier. L'Afrique du Sud a commencé à avoir la haine contre nous, si vous ne le savez pas. Ramaphosa a des problèmes avec Trump. Tshisekedi s'approche de Trump. Ramaphosa, dans la haine, voit dernièrement, on a nommé un Américain à la tête de la MONUSCO. Ramaphosa demande que tous les 700 militaires qui étaient restés en RDC rentrent en Afrique du Sud. Ils comprennent quoi? Que maintenant, la compétition en Afrique, ils ne seront pas les seuls. J'ai fait des analyses à haute voix pour que vous puissiez comprendre. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, ce sont les deux grandes économies actuellement en Afrique. La RDC, avec l'arrivée des Américains chez nous, la première phase avec 500 milliards de dollars, avec plus ou moins 20% de croissance, si nous prélevons les impôts, les dépenses, parce que c'est plus dans les minéraux, vous voyez déjà avec cobalt, métal, dans les Manono là-bas, dans les lois là-bas, il y aura encore beaucoup d'entreprises qui vont bientôt arriver là-bas. Rubaya, ce sont des gens du Texas qui ont déjà Rubaya, tous ces rebelles-là, tous ces criminels vont partir. Donc, dans les Kasaï, des gisements incroyables, dans les Congo central, un scandale géologique. Le travail est en train d'être fait. On est en train de certifier tous les gisements. Tous les gisements sont en train d'être certifiés en ce moment. Vous n'avez aucune idée de ce que Kagame ressent en ce moment. J'ai toujours dit que ces gens-là se sont comportés comme les Belges. Les Belges avaient la RDC en main. Ils avaient les dépôts de Dieu sur le plan minéral. C'est la RDC. Regardez la position de la RDC. C'est au centre du monde. Dieu a fait que tout ce que les autres peuvent avoir se retrouve au Congo. Un réservoir de minéraux, des gisements pétroliers. Le Congo a tout. Mais Léopold II trouve seulement qu'il faut couper les mains des gens. Un imbécile. Un type médiocre. Au lieu de développer le Congo, faire comme les Anglais ont fait pour l'Afrique du Sud, développer, construire des grandes... Regardez, ils nous ont laissé quelles villes? Des petites villes. La grandeur du Congo, nous, on devait avoir des grandes villes. L'Afrique du Sud est 3 ou 4 fois dans les Congos. Mais regardez, vous avez Johannesburg, une grande ville. Vous avez Pretoria, une grande ville. Vous avez Durban, une grande ville. Cape Town, une grande ville. Donc, ils ont des villes comme ça. Vous regardez, vous dites non, on a construit. Mais nous nous sommes retrouvés avec des gens primitifs. Tout ce qu'ils ont vu, hein, c'est non parce que tu n'as pas cueilli bien les VA, on te coupe les bras. Vous coupez les bras, la personne là va encore vous être utile à quoi? Vous pensez les punir, mais c'est vous qui avez besoin de la main-d'œuvre. Regardez comment ils étaient moins intelligents. Kagame reproduit la même chose. Il vient au Congo. En 96, 97, ils prennent
le Congo. C'est le Rwanda qui a dirigé le Congo pendant les 30 dernières années. On veut que les Rwandais comprennent que nous avons le pays ici en main. Développons ce pays, faisons de grandes routes, de grandes entreprises s'installent, tout ça, on développe le pays. Nous tous, on va vivre jusqu'à... Tant que quelqu'un a à manger, à boire, il ne va même pas regarder la politique. Non. Aux États-Unis, qui regarde la politique? Chacun travaille, chacun a son salaire, la vie continue. Le reste, personne ne regarde ça. Ils sont venus, tout ce qu'ils ont vu, c'est commencer à tuer les Congolais. Exactement comme Léopoldé avait fait. Léopoldé a tué 10 millions de personnes, il a laissé les gens sans bras, presque dans toute une génération. Ce sont ces gens-là sans bras qui ont eu des enfants. Leurs enfants maintenant ont grandi dans une autre époque où il y avait les mains. C'est pourquoi on n'a pas vu les gens qui n'avaient pas de mains. Donc là, nous nous retrouvons que les Américains savaient que le Congo, c'est un pays à protéger. Ce pays a Dieu. Vous avez vu Paola White, celle qui a introduit le président Tshisekedi le jour de la... plutôt, qui a introduit le président Trump le jour de la prière National Prayer Breakfast. La dame qui parlait, elle était venue au Congo. Je vous ai dit, elle a parlé de 52 jours. Les 52 jours s'arrêtaient le 1er janvier. Il disait que c'était terminé, la guerre était finie. Vous n'aviez pas compris. C'est les gens qui sont à l'oreille de Trump. J'étais avec le pasteur Jim Carlo, celui qui avait organisé la prière de repentance avant le jour de breakfast. Des hommes qui parlent à l'oreille de Trump. On a parlé. Il était très content, très fier de nous. Donc, quand vous entendez ces gens-là parler, vous comprenez que au Congo, les gens rêvent, les gens sont en train de dormir, les gens ne comprennent rien. Donc, il y a eu, plutôt pas il y a eu, il y a quelque chose de très grand qui est en train de se mettre en place. Il est là, le Jim Carlo. Nous avons été dans cette rencontre, mais il fallait voir, c'était magnifique. C'était des sénateurs, c'était des congressmen, c'était l'élite américaine. Ils étaient là. Quand ils parlent de la RDC, vous dites, mais ouf, on n'a encore rien compris. C'est pourquoi nous sommes là pour vous faire comprendre que ce qui arrive là, c'est le plan Marshall. C'est un financement américain qui va s'étendre sur des générations. Ça ne sera pas pour notre génération seulement, non. Comme l'évêque catholique l'a dit, oh, c'est pour 99 ans. Non, ce n'est pas pour 99 ans. C'est un partenariat qui va aller aussi longtemps que l'Amérique sera puissante, aura besoin des ressources de la RDC. Nous serons ensemble comme partenaires. Donc, le plan Marshall désigne un programme massif d'aide économique lancé par les États-Unis en 1947 pour reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai déjà expliqué, je lis ça pour que vous puissiez comprendre que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'argent, c'est du matériel,
et c'est de l'assistance technique fournie par les États-Unis pour remettre en marche les économies européennes détruites par la guerre. Vous avez compris, j'ai dit, il y aura transfert des technologies, transfert des connaissances. Ça sera la formation des jeunes Congolais. Je vais un peu vous choquer. Pas vous choquer, mais je ne sais même pas comment je vais expliquer ça. Ok. Non, j'ai déjà dépassé. 27 minutes, c'est déjà beaucoup. On se retrouve dans la partie suivante. Je vais réexpliquer ça.